Alors que la présentation pour les films Warner et DC Comics, la Comic-Con n'avait que Black Adam et Shazam 2 à montrer, on peut dire que du côté de chez Disney Marvel, on a plutôt envoyé la sauce avec énormément de projets annoncés, et ici on va parler notamment de Wakanda Forever. Dans cette vidéo, je vais donc analyser pour vous le premier teaser, bande-annonce de Wakanda Forever, la suite de Black Panther, mais un mot de plus toutefois sur cet avenir pour les super-héros en live action. Ah puis je suppose que vous avez remarqué cet incroyable t-shirt Wakanda University, et ce t-shirt comme des tas d'autres modèles vous attendent, il suffit de passer par le lien en description de la vidéo, vous soutiendrez la chaîne au passage, et vous avez même un code de réduction et tout, alors faites-vous plaisir ou faites des cadeaux. Chez DC, la situation n'est pas évidente pour communiquer aussi bien sur Aquaman 2 que sur The Flash, du fait des controverses entourant Amber Heard et Ezra Miller. Par ailleurs, l'absence de Henry Cavill ou de la moindre clarification autour de Superman n'aide vraiment pas. La bande-annonce de Black Adam est solide, plus ou moins, mais très convenue, et je ne m'attends pas vraiment à un film apportant quelque chose de spécifique ou d'original, mais je peux me tromper, on peut avoir une bonne surprise. En revanche, pour moi, The Batman, sorti début mars, piétine les autres films de super-héros récents de par sa qualité. Entre la suite de ce film, de Batman, ainsi que de Joker avec Joker Folie à 2, DC tient certainement deux longs métrages très prometteurs et qui cassent totalement avec ce qu'on peut attendre du côté de la production Marvel, ce qui est déjà parfait. Entre films et séries, le MCU alignera 12 projets sur 2023 à 2024 avec sa phase 5 et 11 projets sur 2024 à 2025 avec sa phase 6. Et ouais. Sur la phase 5, je suis très curieux de découvrir Les Gardiens de la Galaxie volume 3 en mai 2023, de retrouver Loki dans une saison 2 en été 2023, de la version de Blade aussi qu'on aura en novembre 2023, et enfin de ce qu'ils feront de Daredevil avec les 18 épisodes de Daredevil Born Again au printemps 2024. Je reste curieux du reste, bien sûr, mais disons que ce sont ces projets que j'ai le plus à l'œil, parfois avec une certaine appréhension, notamment pour Daredevil, étant donné ce que la série Hawkeye a pu proposer avec Wilson Fisk. On en saura davantage sur leur vision de Matt Murdock avec les séries She-Hulk dès ce mois d'août et Echo pour l'été 2023 puisque le personnage y apparaîtra. 2 films Avengers prévus à 6 mois d'intervalle en 2025 et une saga du multivers, voilà de quoi alimenter aussi bien le ras-le-bol de certains que l'anticipation des autres. Au passage, on sait que les frères Russo ne réaliseront pas ces films Avengers, même si Kevin Feige a exprimé l'envie de recollaborer avec eux. J'aurai l'occasion de revenir sur ces projets, mais concentrons-nous maintenant sur Black Panther 2, alias Wakanda Forever, film attendu pour le 9 novembre cette année en France. C'est bien évidemment un film qui a été écrit et tourné dans des conditions bien particulières et sur lequel plane nécessairement, j'ai envie de dire, à la fois la présence et l'absence de Chadwick Boseman, emporté par la maladie. Je crois qu'il est assez probable que la même cause de mort, la maladie, soit conservée pour son double de fiction, le roi T'Challa, dont les funérailles célébrées en blanc et en musique marquent ce trailer peu après ses premières secondes. Sachant que les premiers instants de ce teaser, plutôt que trailer, sont consacrés à Nakia, l'amour de jeunesse retrouvé par T'Challa dans le premier film, alors qu'elle fait face à l'océan, à la mer peut-être, et qu'on devine sur sa droite une structure pyramidale qui est assez typique des civilisations autochtones de Mésoamérique notamment, et en particulier des Aztèques, puisque ce serait la principale source d'inspiration pour l'Atlantide dans ce film. Quant à la musique, elle aura de toute évidence une grande importance, et on retrouve ici No Woman No Cry de Bob Marley et All Right de Kendrick Lamar, les deux chansons étant parfaitement imbriquées et se retrouvant l'une dans l'autre. C'est du beau travail sur le son, la musique de ce teaser. Attention, il faut toutefois préciser qu'il s'agit ici d'une cover de la chanson de Bob Marley par la chanteuse Tems, un choix qui vient appuyer peut-être l'importance absolue des femmes dans cette suite, sachant qu'elles étaient déjà essentielles dans Black Panther. Dans ces choix musicaux, on devine un appel à embrasser la tristesse, pour ensuite s'appuyer sur les souvenirs et honorer la mémoire du défunt dans un élan d'espoir. Dans la continuité, on devine le casque de Black Panther dans les bras de Shuri, sa sœur, alors qu'elle avance dans la rue, tout de blanc vêtue, aux côtés de sa mère, Ramonda. La photographie de ce teaser est prometteuse pour celle du film dans son ensemble, particulièrement la gestion de la lumière, que ce soit sur Terre ou sous l'eau. On assiste à ce qui ressemble à un crépuscule depuis le sommet de la capitale, puis on devine un lieu de réunion presque mystique dans une salle emplie de symboles, peut-être un mausolée de roi. Ces symboles pourraient correspondre à différents aspects et régions du Wakanda,
sachant que le film va nous en faire découvrir de nouvelles alors que le pays sera confronté à la plus grande menace depuis sa création, et notamment la menace de l'engloutissement sous les eaux. On passe ensuite du blanc cérémoniel au noir chez Ramona comme chez Shuri, mais le cycle de la vie vient se frayer un chemin, et la naissance d'un enfant sous les flots est aussi l'annonce d'un nouveau personnage, aussi bien ennemi que héros. En effet, les petites ailes aux chevilles définissent directement l'enfant comme Namor, né d'un père Atlante et d'une mère humaine, et la personne qui nage en observant la scène s'apprête peut-être à emporter l'enfant, quelle que soit la vie de sa mère. Dans le plan suivant, l'enfant est déjà roi avec Namor incarné par Tenoch Huerta, portant une coiffe qui vient confirmer l'inspiration préhispanique et notamment aztèque dans cette vision d'Atlantis que nous propose ici le MCU, un choix ma foi fort prometteur. Il faut toutefois noter que la coiffe en question ne correspond à absolument aucune description historique de ce que pouvaient porter les véritables aztèques, et de manière générale, et d'après ce que j'ai trouvé, les spécialistes soulignent qu'on reste dans les clichés associés à ces cultures plutôt que de piocher dans les connaissances historiques, ce qui est plutôt dommage. Ensuite, ces images d'un peuple en symbiose avec les grands mammifères marins, on pense forcément à Avatar, d'autant plus avec la suite attendue pour décembre cette année, et peut-être qu'on pourrait ressentir, comme moi, une pointe de honte qui vient nous toucher au cœur alors que nous repensons au saccage auquel notre propre civilisation continue de s'adonner, sciant la branche sur laquelle elle est assise. Pour le moment, je ne sais pas à quoi correspond la sphère lumineuse dont Namor se détourne, peut-être un lieu mystique ou encore une source d'énergie qui susciterait la convoitise des humains de la surface. Je suppose que vous le savez déjà, mais Namor, en termes de publication de comics, est le premier mutant de chez Marvel. Malgré l'absence d'annonce durant la Comic-Con de San Diego, il ne fait absolument aucun doute dans mon esprit que les mutants, dont les X-Men, seront bientôt annoncés pour rejoindre le Marvel Cinematic Universe. Et attention, un mini spoiler concernant la série Miss Marvel, on peut dire que cette introduction a déjà commencé avec une petite phrase dans le dernier épisode de Miss Marvel. On assiste ensuite à une opération de plongée en eau profonde en pleine nuit apparemment. Alors typiquement le type de situation qui pourrait provoquer un incident diplomatique et surtout révéler l'existence du royaume Atlante aux humains. Ensuite on a des soldats ou mercenaires qui semblent menacer des scientifiques du Wakanda et forcer une personne à ouvrir une porte au motif très wakandais ou quelque chose dans le genre. Et la suite du teaser nous révèle que des Dora Milaje, la force d'élite des femmes gardes royales, surgiront de cette porte pour botter des culs. Et s'il y a bien un truc que j'adore personnellement dans Black Panther, c'est de voir les Dora Milaje botter des culs avec un swag absolu. Cela semble indiquer qu'on aura au moins 3 forces en présence dans le film. D'abord les militaires ou mercenaires au service d'une opération dirigée par on ne sait qui, ensuite le Wakanda et enfin Atlantis. Ce sera même peut-être encore un peu plus compliqué que ça, car il semble qu'il y ait quelques oppositions au sein même du Wakanda, pas étonnant avec la diversité de ses composantes et la mort du roi, mais on va y revenir un peu plus tard. Une scène frappante voit Shuri apparemment coincée dans une salle du trône qui est en proie à la fois aux flammes et à une inondation, double menace en quelque sorte qui pourrait représenter 2 sources aux problèmes que devront affronter les Wakandais dans le film. L'idée de réunir Shuri et Riri Williams, la femme habillée d'orange, dans un même laboratoire fait presque peur, tant ces 2 personnes sont intelligentes, on peut dire géniales. Et leur génie combiné pourrait complètement aboutir à des créations dépassant celles de Tony Stark. Riri Williams fera donc sa première apparition dans ce film, sachant qu'elle aura sa propre série, Iron Heart, en automne 2023. On retrouve un évident parallèle entre Riri et Tony dans la scène de construction avec le coup de marteau qui vient déloger le symbole de l'armure, je crois, de la jeune femme. Le réalisateur a clairement décidé de nous mettre entre l'eau et le feu alors qu'un incendie dévaste ce qui ressemble à une maison coloniale durant la jeunesse de Namor. En effet, Namor vieillit bien plus lentement qu'un humain et sa jeunesse pourrait se situer fin 19e ou début 20e siècle. Il me semble que le plan qui le montre tout jeune, de dos avec des Atlantes bleues à ses côtés, pourrait impliquer qu'ils ont potentiellement détruit la propriété, peut-être en représailles de la mort humaine du personnage, puisque la plupart des héros sont orphelins, c'est comme ça. Plus de 100 ans se sont écoulés et on passe d'une scène de représailles à une autre, alors que Namor rejoint des Atlantes sur le sol wakandais en surgissant des eaux. Comme on peut le constater, les Atlantes ont besoin de masques pour respirer à la surface, contrairement à leur roi. Enfin bon, je dis roi, même si on surnomme souvent, c'est vrai, Namor le prince des mers. Ici, je pense qu'il sera roi pour jouer du parallèle avec le Wakanda. Et on retrouve la continuité de cette scène un petit peu plus loin quand l'aviation wakandaise attaque les arrivants. De toute évidence, Namor ne craint absolument rien de la part de ses appareils
car il est le seul à ne pas commencer à courir pour trouver un abri. M'Baku surgit ensuite pour attaquer le groupe et bien sûr, vous l'avez déjà deviné comme moi, il va se faire défoncer puisque Namor est bien trop puissant pour lui. Alors c'est vrai, j'avoue, je ne sais pas ce que va en faire le MCU, mais dans les comics, du moins Namor fait partie des héros bien balèzes, capables de rivaliser avec la Chose, Hulk ou Iron Man, sachant qu'il est plus fort dans l'eau qu'en surface. Si les Atlantes sont bien plus forts que les humains, Namor, lui, est bien plus fort qu'un Atlante de base. Il fait partie de la classe 100, sous les mers notamment, avec la capacité de soulever au moins 100 tonnes et une énorme résistance aux sources de dommages. Avec le ou les raz-de-marée qui vont s'abattre sur le Wakanda, on imagine bien que les montagnes seront un lieu de repli stratégique. Heureusement, les Dora Milaje ont leur petite fourrure blanche à ajouter à leur joli uniforme rouge quand on commence à un peu se geler les miches. On a quelques images de la reine qui parle à l'ONU dans une scène et répond à quelqu'un dans une autre alors qu'elle est dans la salle du trône du Wakanda. Dans cette scène, elle annonce avec force avoir payé un prix énorme déjà puisqu'elle aurait perdu toute sa famille, ce qui semble impliquer que Shuri serait alors considérée comme perdue. Ce serait à un moment ou un autre du film, mais bien sûr, ce serait pour de faux. Ce discours passionné et terrible de la reine-mère pourrait s'adresser à quelqu'un qui la menace, qui pose un ultimatum, potentiellement Namor en personne. Si c'est le cas, les conséquences du non-respect de l'ultimatum semblent déjà claires avec les images de l'eau qui emporte tout dans la capitale, avec une Dora Milaje qui tente de sauver un enfant. Par ailleurs, on a la salle du trône qui menace d'être submergée. L'une des scènes les plus intrigantes porte sur une opposition nocturne entre Okoye, la générale des Dora Milaje a priori, et des membres de sa propre troupe, ce qui semble impliquer une division du pouvoir et des loyautés divergentes entre deux factions au moins au sein du Wakanda. Un plan rapide nous révèle le personnage interprété par Michaela Coel, et un personnage qui se nomme Aneka, qui serait la maîtresse d'armes des Dora Milaje, a priori dans les comics. Elle a une armure bleue, puis derrière il y a un homme en armure verte, et aussi deux Dora Milaje et un guerrier des montagnes. Dans une autre scène, au milieu de tout ça, de ce film, on a Martin Freeman qui reprend le rôle de l'agent Everett Ross, et qui pourrait tenter de faire le lien entre le Wakanda et l'ONU, ou au moins les USA. Autre scène de nuit sur un pont autoroutier, on a des Atlantes dont Namora, qui serait a priori la cousine de Namor, et Atuma, un Atlante particulièrement fort, et il semble chercher la bagarre et la trouver auprès de Okoye. Rappelez-vous, c'est la générale des Dora Milaje, et c'est un petit peu ma chouchoute, c'est un peu mon personnage préféré de Black Panther, et dont les capacités martiales hors normes, ainsi que le vibranium de la lance seront sans doute à peine suffisants pour s'en sortir en un seul morceau face à de tels adversaires. Ce qui me laisse un peu perplexe au sujet de Namora, c'est qu'un peu plus tard, on voit une Atlante qui semble correspondre elle aussi à l'actrice Mabel Cadena, mais avec une carnation qui n'est plus bleue comme elle l'était sur la scène du pont autoroutier. Ceci dit, un peu plus loin, deux personnages apparaissent dans un plan esthétique d'ailleurs de Namor qui semble rejoindre son trône dans les mâchoires géantes d'une créature sans doute préhistorique. Et ces personnages sont, je suppose, des Atlantes, puisqu'ils sont sous l'eau et sans équipement, et pourtant ils semblent ne pas avoir la peau bleue. En résumé, franchement, j'ai du mal à saisir qui et dans quelles circonstances aura une peau bleue ou pas bleue. Restent quelques plans notamment sur le visage de Namor en tenue d'apparat, sans doute face à un groupe pour négocier peut-être, puisqu'il lève une main comme un signal. Et on a également une fresque ensuite qui représente potentiellement une divinité comme Quetzalcoatl ou autre que je ne saurais identifier. Ce qui ne fait guère de doute à mes yeux, c'est que le ressentiment de Namor envers la surface pourrait en partie se rapprocher de celui que nourrissait Eric Killmonger contre les puissances coloniales et tous ceux s'appropriant la culture et les ressources de l'Afrique et en particulier du Wakanda. Dernier plan de Dora Milaje repoussant un assaut Atlante sur un navire, je suppose, avant de passer à l'affrontement entre une Black Panther et Namor qu'on devine au fond de la scène. Il ne fait aucun doute pour moi que c'est bien une femme qui reprendra aussi bien le costume que le titre de Black Panther. Reste à savoir s'il s'agira de Nakia, Okoye ou Shuri, sachant que cette dernière option semble la plus probable au vu du plan d'elle portant symboliquement le casque dans ses bras durant les funérailles de son frère. Il va de soi qu'il ne s'agira pas de Eric Killmonger, d'abord parce qu'il est mort, c'est quand même une raison suffisante a priori, mais surtout car il serait complètement ridicule, il faut quand même en prendre conscience en termes de respect du message du premier film et de l'opposition de valeurs qu'on a pu y voir, de retrouver Killmonger succédant à T'Challa. Ça n'aurait aucun sens, donc ça ne peut pas être Killmonger. Alors qui est le plus fort entre une version de Black Panther et Namor? En théorie c'est Namor, assez nettement, mais bien évidemment, dans ce type d'opposition, c'est toujours le scénariste qui a raison. Sachant que le film a pour titre Wakanda Forever et pas Atlantis Forever, ça nous laisse un tout petit indice sur la victoire finale,
même si pour cela il faudra peut-être une armure plus puissante que la version précédente. Et ça tombe bien, on a Riri Williams dans les environs qui pourrait peut-être donner un petit coup de main dans la conception. Dans l'ensemble, je me dis que ce Wakanda Forever pourrait certainement s'imposer, pour moi du moins, comme le meilleur film Marvel de la phase 4, sachant que c'est pour l'instant, de mon point de vue, Shang-Chi qui occupe actuellement cette position. Alors avec assez peu de doute, je pense que je lui préférerais encore nettement The Batman, dans une ambiance très différente, certes, mais j'espère avoir une bonne surprise, et donc je jugerai sur pièce. Et si vous ne voulez pas que je vous perce le nez avec une dent de mégalodon, ouais, vous n'aurez plus de nez quoi, abonnez-vous à la chaîne, et pour ceux que le jeu de rôle intéresse, suite des aventures en Terre du Milieu ce mardi 26 juillet à 20h30 sur ma chaîne Twitch, avec le lien en description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et normalement rapidement pour l'analyse du prochain épisode de Westworld. Salut!